Vous êtes-vous déjà demandé comment les gens survivaient au Moyen Âge, sans le confort de base en matière d'hygiène que nous tenons pour acquis aujourd'hui? Des traitements médicaux qui nous sembleraient aujourd'hui tout droit sortis d'un film d'horreur, jusqu'à des routines de beauté aussi dangereuses que surprenantes. Numéro 1. La saignée comme pratique d'hygiène. Au Moyen Âge, l'une des pratiques les plus inhabituelles et en même temps inquiétantes était la saignée. Imaginez vivre à une époque où, si vous vous sentiez un peu mal, la solution n'était pas de prendre un ou de te reposer un peu, mais plutôt de drainer ton propre sang. On le faisait parce qu'on croyait fermement à la théorie des humeurs. Les médecins médiévaux pensaient que le corps humain était composé de 4 humeurs: sang, flegme, bile jaune et bile noire. Pour maintenir la santé, tous ces humeurs devaient être en parfait équilibre. Et si ce n'était pas le cas, eh bien, tu devais perdre un peu de sang. La chose la plus curieuse à propos de cette pratique. Ce n'était pas fait dans des hôpitaux comme ceux d'aujourd'hui, mais dans des endroits aussi variés que des monastères, des places publiques ou même dans le confort de chez toi. Les personnes chargées de procéder à la saignée n'étaient pas nécessairement des médecins. En fait, beaucoup étaient des barbiers, connus sous le nom de chirurgiens, des barbiers, qui, en plus de vous couper les cheveux et la barbe, vous donnaient également quelques soins médicaux, tout en un. La technique de la saignée était assez simple. Ils pratiquaient de petites incisions dans la peau pour permettre au sang de circuler, ou parfois ils utilisaient des sangsues, ces petites bestioles visqueuses qui suçaient efficacement le sang. L'idée était de réduire la quantité de sang pour équilibrer le corps. Si tu t'évanouissais pendant le processus, ce n'était pas un mauvais signe, ça voulait simplement dire que le traitement fonctionnait. Cette pratique, bien que très courante, comportait des risques. Drainer trop de sang pouvait mener à la mort. Et les infections au niveau de l'incision étaient courantes à cause du manque d'hygiène. Si vous aviez la malchance de tomber malade au Moyen Âge, vous risquiez de vous retrouver plus faible. Ou même mort après une séance de saignée. Cependant, l'idée que perdre du sang pouvait te guérir était si ancrée que la pratique a survécu pendant des siècles. Numéro 2. Bain public et lavage communautaire. Imagine que tu es au Moyen Âge, et il est temps de te donner un bain, mais ne t'attends pas à avoir l'intimité de ta baignoire moderne, parce qu'à cette époque, le bain moderne. Parce qu'à cette époque, le bain, c'était un événement social, quelque chose qui se faisait en communauté. Oui, un acte collectif. Au lieu de te cloîtrer dans une salle de bain avec de l'eau chaude, tu te dirigeais vers les bains publics, qui étaient l'équivalent médiéval d'un salon. Là, tu ne te contentais pas de te laver, mais tu papotais, tu te détendais et, pourquoi pas, tu échangeais les potins les plus croustillants du village. Ces bains communautaires n'étaient pas exclusifs à une classe sociale quelconque. Des paysans aux nobles, tout le monde se réunissait dans ces espaces pour plonger dans de grandes cures d'eau chaude. Cependant, l'eau n'était pas changée aussi souvent qu'on aurait pu le souhaiter. Tout au long de la journée, l'eau est devenue de plus en plus sale à mesure que de plus en plus de personnes allaient et venaient. Donc, si tu étais parmi les derniers à arriver, eh bien, il n'y avait pas grand-chose à faire. Nettoyage se faisait dans de l'eau qui avait déjà été en contact avec de nombreuses autres peaux. Numéro 3. Utilisation de l'urine pour laver le linge. Lorsque vous pensez à faire la lessive, vous imaginez probablement des détergents, des parfums et de l'eau propre. Mais au Moyen Âge, c'était très différent. Certes, aujourd'hui l'idée nous dégoûte, mais à l'époque, l'urine était une ressource précieuse pour le nettoyage. C'est ça, l'urine humaine était utilisée pour laver le linge. Et ce n'était pas n'importe quel type d'urine. C'était de l'urine, bien reposée, recueillie pendant des jours pour obtenir la concentration adéquate d'ammoniac. L'urine contenait de l'ammoniac, un composé chimique qui s'est avéré être un puissant nettoyant. En l'absence de détergents tels que nous les connaissons aujourd'hui, ce produit naturel et toujours disponible était l'option privilégiée. Les familles recueillaient donc l'urine dans de grands récipients et, une fois qu'elles en avaient une quantité suffisante, elles la mélangeaient avec de l'eau pour commencer le processus de lavage. Ensuite, les vêtements étaient plongés dans cette solution et frottés vigoureusement. Il n'est pas difficile d'imaginer que même si l'ammoniac aidait à nettoyer les vêtements, l'odeur laissait probablement beaucoup à désirer. Dans de nombreux villages médiévaux, il y avait même des zones désignées pour la collecte de l'urine, où les gens pouvaient déposer leurs contributions. Pour les blanchisseuses ou les fabricants de tissus. Et oui,
l'urine ne servait pas seulement à laver les vêtements de tous les jours, dans le processus de production des tissus, notamment de la laine, elle jouait également un rôle crucial. On plongeait les tissus dans l'urine pour adoucir les fibres avant de les teindre. Comme si cela ne suffisait pas, l'ammoniac présent aidait à mieux fixer les teintures, rendant les couleurs plus vives et durables. On ne peut pas oublier que le Moyen-Âge était une époque de pragmatisme. Si quelque chose fonctionnait, on l'utilisait, peu importe à quel point cela pouvait sembler désagréable. De plus, l'urine était à la portée de tous, ce qui en faisait une ressource économique et accessible. Malgré son efficacité, il est difficile d'imaginer les gens du Moyen-Âge apprécier le processus de lavage avec un liquide que nous éviterions à tout prix aujourd'hui. Numéro 4. Manque de soins dentaires. L'hygiène buccale au Moyen-Âge était loin de ressembler à ce que nous connaissons aujourd'hui. Si vous avez déjà ressenti la sensation désagréable d'oublier de vous brosser les dents pendant une journée, imaginez ce que cela ferait. À une époque où le dentifrice n'existait même pas. La vérité est qu'à cette époque, les soins dentaires étaient un concept pratiquement inexistant. Il n'y avait pas de dentistes officiels et les gens comptaient sur des chirurgiens barbiers pour tout problème dentaire grave, comme une extraction dentaire douloureuse. Alors, si vous avez déjà eu peur d'aller chez le dentiste, imaginez si votre coiffeur était aussi celui qui vous arrachait les dents avec un rasoir bien aiguisé. Quant aux habitudes de nettoyage quotidiennes, la situation était tout aussi rudimentaire. Les gens n'avaient pas de brosse à dents, alors ils utilisaient un chiffon ou un morceau de tissu pour se frotter. Dents, souvent en utilisant simplement de l'eau. S'ils avaient de la chance, un peu de sel. Ils frottaient vigoureusement dans l'espoir de retirer la nourriture coincée entre leurs dents, et avec un peu de chance. Aussi un peu de plaque. Mais tout n'était pas si primitif. Certaines personnes, les plus ingénieuses, avaient recours à des bâtons ou à des bras vifs effilochés qu'elles utilisaient pour mâcher et se gratter les dents. Ces cure-dents improvisés pouvaient être considérés comme les premiers brosses à dents, bien qu'avec peu d'efficacité par rapport aux modernes. La mauvaise haleine était aussi un problème considérable au Moyen-Âge, et les gens essayaient de la combattre comme ils pouvaient. Une technique intéressante consistait à mâcher des herbes aromatiques ou des épices comme le clou de girofle ou le thym, dans l'espoir que les odeurs fortes masqueraient la mauvaise haleine. Bien que cela ne résolvait peut-être pas le problème à la racine, cela rendait au moins les conversations en face à face un peu plus supportables. Numéro 5. Absence de papier toilette. Imaginez que vous venez de sortir de la salle de bain et que lorsque vous tendez la main pour chercher le rouleau de papier toilette, il n'y en a pas. Mais au Moyen-Âge, ce n'était pas une situation inhabituelle, car le papier toilette n'existait tout simplement pas. Les gens de cette époque devaient improviser avec ce qu'ils avaient sous la main, et les résultats, comme tu peux l'imaginer, n'étaient pas toujours les plus hygiéniques. La matière la plus couramment utilisée pour se nettoyer après avoir fait ses besoins était l'eau, mais pas comme celle que nous utilisons aujourd'hui. Il s'agissait d'eau recueillie dans de petits récipients qui, selon l'endroit où vous viviez, n'étaient peut-être pas dans un état optimal. De plus, la main gauche était celle utilisée pour cette tâche, c'est pourquoi la main droite était réservée pour saluer ou manger. Vous comprenez maintenant pourquoi l'étiquette de la main droite était si importante au Moyen-Âge. Mais l'eau n'était pas toujours disponible, donc en son absence, les gens comptaient sur d'autres matériaux naturels, comme le foin, la mousse, les feuilles, ou tout ce qui était suffisamment doux pour faire le travail. Si tu vivais dans une maison riche, peut-être avais-tu le luxe d'utiliser des vieux chiffons, de la laine, ou même du chanvre pour te nettoyer. Ces matériaux étaient mouillés avec de l'eau ou du vinaigre pour un nettoyage plus efficace. Et même si le chanvre peut sembler une option coûteuse, ce n'était pas le plus confortable que l'on puisse désirer. Numéro 6. Le costume du médecin de la peste. L'un des icônes les plus terrifiantes du Moyen-Âge est, sans aucun doute, le costume du médecin de la peste. Cet ensemble étrange, avec son masque en forme de bec d'oiseau, ses bottes et son manteau en cuir ciré, était l'uniforme de ceux qui osaient soigner les malades lors des épidémies de peste bubonique, plus connues sous le nom de peste noire. Cependant, ce costume n'était pas seulement une extravagance de mode médicale, mais une réponse désespérée à la peste, à une maladie qui dévastait des populations entières. Le costume a été conçu dans l'intention de protéger le médecin de la peste du redouté miasme, une théorie qui soutenait que les maladies étaient causées par l'air contaminé ou l'air mauvais.
Pour combattre ce miasme, le masque du médecin de la peste était rempli d'herbes aromatiques, comme des clous de girofle, de la myrrhe, des roses, ou du camphre, qui étaient censés purifier l'air que le médecin respirait. Les médecins croyaient qu'en inhalant ces odeurs, ils seraient à l'abri de l'air contaminé et donc de la peste. Le costume complet était conçu pour couvrir chaque centimètre du corps du médecin, des bottes jusqu'aux gants en cuir et au chapeau à large bord. Le manteau serré qu'il portait avait aussi un but, éviter que les fluides corporels des patients n'entrent en contact avec la peau du médecin. Bien que ces médecins étaient exposés à un risque constant, le costume leur offrait une barrière rudimentaire contre la maladie. Ironiquement, bien que le costume était destiné à protéger les médecins, son design reposait sur une compréhension erronée de la façon dont les maladies se transmettaient. Numéro 7. Le gardien du tabouret. Au Moyen Âge, tous les emplois à la cour n'étaient pas aussi glamoureux que tu pourrais l'imaginer. L'un des postes les plus curieux et, selon les normes modernes, plutôt désagréables, était celui du gardien du tabouret. Non, ce n'est pas une métaphore, ni un surnom élégant, mais le garçon. Titre officiel de la personne chargée d'assister le roi lors de ses besoins les plus naturels. Bien que cela puisse sembler surprenant, ce travail était l'un des plus prestigieux de la cour, car il offrait un accès intime au monarque. Imagine que votre travail consiste à être aux côtés du roi chaque fois qu'il doit utiliser les toilettes, connues sous le nom de tabouret, qui n'était rien d'autre qu'une chaise avec un trou dans le siège, permettant au roi de faire ses besoins. Mais le travail du gardien du tabouret ne s'arrêtait pas là. Son devoir incluait de nettoyer le monarque après qu'il ait utilisé le tabouret, de l'aider à s'habiller, de fournir de l'eau pour qu'il se lave les mains et, en général, de s'assurer que le roi soit toujours propre et présentable. Maintenant, tu pourrais penser qu'un travail comme celui-ci serait la dernière chose que quelqu'un voudrait faire. Mais à la cour royale, avoir un accès direct au roi était un privilège. Le gardien du tabouret n'était pas un serviteur comme les autres. En fait, ce poste était souvent attribué à quelqu'un de haute naissance, une personne de confiance, qui pouvait influencer les décisions du roi grâce à sa proximité constante. Être responsable de quelque chose d'aussi intime donnait au gardien une position de pouvoir, car il avait la possibilité de parler avec le roi. En privé, sans la présence de courtisans ou de conseillers. Le gardien du tabouret n'était pas seulement responsable des moments les plus privés du roi, mais il agissait aussi comme un confident proche. Numéro 8. Jeter les déchets par les fenêtres. Si vous avez déjà marché dans une rue de la ville et vous êtes plaint du bruit ou de la circulation, soyez assurés que les plaintes d'un passant médiéval étaient bien différentes. Dans les villes surpeuplées du Moyen Âge, l'un des plus grands dangers qui attendaient les piétons. Ce n'était pas d'être écrasé par une charrette, mais d'être surpris par une pluie inattendue d'urine et d'excréments. À une époque où les maisons n'avaient pas de salle de bains intérieure et encore moins de système d'égout, la solution la plus pratique pour se débarrasser des déchets humains était de les jeter directement par la fenêtre. Les urinoirs, remplis d'urine et d'excréments, se vidaient par les fenêtres sur les rues pavées en contrebas, créant une atmosphère, disons, très peu agréable pour quiconque se promenait par là. Mais ne t'inquiète pas, les résidents médiévaux n'étaient pas si cruels pour jeter leurs déchets. Sans avertissement. Habituellement, avant de jeter le contenu de leur pot de chambre par la fenêtre, ils criaient « Gardez-l'eau », expression dérivée du français qui signifie « attention à l'eau ». Cet avertissement avait pour but d'avertir les passants de ce qui allait arriver. Mais cela n'a pas toujours été efficace, et plus d'un malheureux citoyen s'est retrouvé avec une désagréable surprise venue d'en haut. Ce système d'élimination des déchets, si on peut l'appeler ainsi, a non seulement donné lieu à une expérience désagréable pour les piétons, mais a également contribué aux problèmes de santé de l'époque. Les rues des villes médiévales étaient sales et pleines de déchets, ce qui créait un terreau parfait pour les maladies. Pendant la saison des pluies, les excréments humains étaient dispersés partout, contaminant l'eau potable et propageant des maladies telles que le choléra et la peste. Pour les gens qui vivaient dans ces villes surpeuplées, cette pratique faisait simplement partie de la vie quotidienne. Il n'y avait pas d'autre moyen de se débarrasser des déchets, donc, faute de meilleures options, l'extérieur est devenu la solution la plus simple, même si ce n'était pas la plus hygiénique. Numéro 9. Miasme. Air contaminé. Aujourd'hui, nous savons que les maladies sont causées par des virus, des bactéries ou des germes, mais au Moyen Âge, les gens croyaient fermement à la théorie du miasme,
qui soutenait que les maladies se propageaient par l'air contaminé ou malodorant. Selon cette croyance, le simple fait de respirer de l'air sale pouvait rendre une personne malade de la peste, du choléra, ou même de la chlamydia. Donc, si vous vouliez éviter de tomber malade, vous deviez vous assurer que l'air autour de vous était aussi propre et parfumé que possible. L'idée que le miasme, l'air mauvais, était la cause des maladies, a influencé toutes sortes de pratiques d'hygiène au Moyen Âge. Par exemple, on croyait que garder l'air parfumé à la maison pouvait empêcher la maladie d'entrer. Les gens accrochaient des bouquets d'herbes aromatiques et de fleurs dans leur maison, espérant que les fortes odeurs éloigneraient les miasmes dangereux. Le costume du médecin de la peste, que nous avons déjà mentionné, était également basé sur cette théorie. L'élément le plus remarquable du costume, le masque en forme de bec, était conçu pour contenir des herbes aromatiques, des pétales de fleurs et d'autres éléments parfumés censés purifier l'air que respirait le médecin. On pensait que ces odeurs neutralisaient les miasmes et protégeaient les médecins de l'infection. Bien que cette idée se soit avérée complètement fausse, on ne peut nier qu'ils essayaient de se protéger avec tout ce qu'ils avaient à leur disposition. La théorie des miasmes a également influencé les décisions en matière d'hygiène publique. Pendant les épidémies de peste, on croyait que les bains publics, avec leur air chaud et humide, étaient un terreau pour les miasmes, et donc, les gens ont commencé à les éviter. Cette peur de l'air contaminé a contribué au déclin de l'hygiène publique, car les gens préféraient rester éloignés des bains, pensant qu'en agissant ainsi, ils éviteraient de tomber malades. Cependant, l'idée des miasmes ne se limitait pas seulement aux maisons ni aux bains. Les villes médiévales, avec leurs rues remplies de déchets et leur air malodorant, étaient considérées comme des endroits dangereux. Pendant les épidémies de peste, les citoyens les plus riches fuyaient souvent à la campagne, où l'air était plus frais et moins susceptible de contenir des miasmes. Même les monarques se retiraient dans leurs palais ruraux, convaincus que s'éloigner de la ville les aiderait à rester en bonne santé. Numéro 10. Perruque poudrée pour cacher les infestations de poux. Si vous avez déjà vu des portraits de la royauté européenne ou de personnages historiques des XVIIe et XVIIIe siècles, vous avez probablement croisé les emblématiques perruques poudrées. Ces chevelures volumineuses, blanches et parfaitement coiffées, n'étaient pas seulement un symbole de statut et de mode. Elles avaient aussi une fonction beaucoup plus pratique, bien que moins glamour, cacher les infestations de peau. Au Moyen Âge et dans les siècles qui ont suivi, l'hygiène personnelle n'était pas vraiment une priorité, et les poux. Ils sont devenus un fléau courant parmi les personnes de toutes les classes sociales, des paysans aux nobles. Pour lutter contre cette situation inconfortable, la solution la plus efficace qu'ils ont trouvée a été de se raser la tête et de porter une perruque. De cette façon, les poux n'auraient pas où s'accrocher, et en plus, les perruques pouvaient être débarrassées des poux plus facilement que les cheveux naturels. Mais bien sûr, tu ne pouvais pas simplement porter une perruque ordinaire. Les perruques devaient répondre à certains standards de mode, ce qui a conduit à l'apparition des élaborées perruques poudrées. Le processus de déparasitage d'une perruque n'était pas vraiment simple. Certaines personnes plongeaient leurs perruques dans des potions à base d'herbes ou les faisaient cuire dans des fours dans l'espoir de tuer les parasites. Il n'était pas rare de voir des juges, des avocats et des figures publiques arborer ces perruques comme partie de leur tenue officielle. Même dans les armées, certains officiers de haut rang portaient des perruques poudrées comme partie de leur uniforme, car celles-ci symbolisaient leur autorité. Numéro 11. Utiliser des herbes et des fleurs pour masquer les odeurs. Au Moyen Âge, les mauvaises odeurs étaient quelque chose avec lequel tout le monde devait composer. Le manque de système d'assainissement adéquat et la pratique de jeter des déchets dans la rue créaient des ambiances chargées de puanteurs. Cependant, les gens du Moyen Âge ne se résignaient pas à vivre entourés de mauvaises odeurs, et c'est ainsi qu'est née l'une des solutions les plus ingénieuses de l'époque, l'utilisation d'herbes et de fleurs aromatiques pour masquer les odeurs désagréables. À cette époque, les gens utilisaient des herbes comme le romarin, le thym et la lavande pour lutter contre les mauvaises odeurs. Dans les rues, l'accumulation de déchets et de poubelles. Cela provoquait des odeurs insupportables, alors certains commerçants et propriétaires dispersaient des herbes dans les environs pour garder l'air aussi pur que possible. Bien que cela puisse nous sembler insuffisant aujourd'hui, pour les gens du Moyen Âge, c'était une façon d'essayer de maintenir un certain niveau d'hygiène dans un environnement chaotique. Numéro 12. L'hygiène pendant l'accouchement.
l'accouchement au Moyen-Âge était un événement aussi courant que dangereux. Contrairement à aujourd'hui, où nous disposons d'hôpitaux et d'un large éventail de professionnels de la santé, à cette époque, les femmes accouchaient à domicile, assistées de sages-femmes qui, bien qu'expérimentées, n'avaient pas de connaissances médicales, ni les conditions d'hygiène nécessaires pour garantir un accouchement sûr. La mortalité maternelle et infantile était alarmante, et beaucoup de ces décès pouvaient être attribués à des pratiques d'hygiène déficientes. L'une des principales raisons de ce problème était le manque de stérilisation. Les sages-femmes assistaient aux accouchements à main nuée. Dans la plupart des cas, elles ne se lavaient pas avant de s'occuper de la femme en travail. Le concept de « se laver les mains » comme mesure préventive était encore très loin d'être compris. Une mauvaise hygiène des mains, combinée au fait que les salles d'accouchement étaient loin d'être propres, a créé un environnement propice aux infections. Les femmes accouchaient dans des pièces souvent remplies de personnes et d'animaux. L'intimité pendant l'accouchement n'était pas une priorité, et souvent toute la famille, voire les voisins, étaient présents. Les lits où se déroulaient les accouchements n'étaient pas nettoyés correctement et la saleté s'accumulait facilement. De plus, il était courant que dans la même pièce où l'on accouchait, il y ait des animaux comme des poules, des cochons, ou même des chiens, ce qui ajoutait encore plus de sources de contamination. Numéro 13. Le fumier animal dans les pratiques médicales. Si tu pensais que les traitements médicaux modernes sont parfois étranges, attends de découvrir l'un des remèdes les plus surprenants et répugnants du Moyen-Âge, l'utilisation de fumier animal en médecine. Oui, vous avez bien lu. Au Moyen-Âge, la médecine était un mélange de superstitions, de traditions et d'observations, et l'un des ingrédients les plus courants dans les remèdes de l'époque était, ni plus ni moins, que le fumier de différents animaux. Le fumier de vache, en particulier, était très apprécié pour ses supposées propriétés curatives. L'idée derrière cette pratique était que le fumier, étant en contact constant avec la nature, possédait des propriétés purificatrices qui pouvaient se transférer au corps humain. Bien que cela nous semble absurde aujourd'hui, pour les gens du Moyen-Âge, ce type de remède basé sur la nature était considéré comme des options viables, à une époque où la science médicale en était encore à ses balbutiements. Une autre utilisation intéressante des excréments animaux était le traitement des maux de gorge. La crotte de chien était appliquée à l'extérieur sur la gorge dans l'espoir de soulager l'inconfort et l'infection. Cette mixture était souvent combinée avec d'autres ingrédients, comme des herbes et des huiles, pour la rendre plus efficace. Malgré le fait que cela puisse sembler désagréable, pour les gens du Moyen-Âge, ce type de remède faisait partie d'une approche générale d'essais et d'erreurs. Les patients et les médecins médiévaux. Ils n'avaient pas les connaissances nécessaires pour comprendre comment fonctionnaient les infections ou les germes, donc ils se fiaient à ce qu'ils avaient à leur disposition. Numéro 14. Jeûne. Pour la purification. Le jeûne est une pratique ancienne qui a fait partie de nombreuses cultures et religions à travers l'histoire, et au Moyen-Âge, il était considéré non seulement comme une pratique spirituelle, mais aussi comme une forme de purification physique. À une époque où la religion exerçait un contrôle profond sur la vie quotidienne, le jeûne n'était pas seulement une preuve de dévotion à Dieu, mais aussi un moyen de nettoyer le corps et l'âme. Le jeûne au Moyen-Âge était étroitement lié aux enseignements de l'Église chrétienne. On prescrivait des jours spécifiques pour s'abstenir de certains aliments, en particulier de la viande, des produits laitiers et des œufs. Pendant le carême, par exemple, les gens devaient jeûner pendant 40 jours avant Pâques. À cette époque, la consommation de viande était interdite. Et beaucoup de gens survivaient avec un régime à base de légumes, de pain et d'eau. En plus du carême, les mercredis et vendredis étaient aussi des jours de jeûne. Ces jours-là servaient à commémorer la trahison de Judas et la crucifixion de Jésus. Et bien que les restrictions alimentaires n'étaient pas aussi sévères qu'au carême, le jeûne était une pratique courante qui reflétait la dévotion religieuse. L'idée de purifier le corps par le jeûne trouve son origine dans la croyance selon laquelle s'abstenir d'aliments du monde rapprochait les gens. Adieu. Numéro 15. Des routines de beauté inhabituelles comme pratique d'hygiène. Le Moyen-Âge et les siècles suivants furent des époques où les normes de beauté et d'hygiène étaient étroitement liées. Cependant, de nombreuses routines sont suivies par les gens pour maintenir une apparence propre. Aujourd'hui, elles nous paraissent étranges et même dangereuses.
ce qui, à l'époque, était considéré comme une partie essentielle de l'entretien personnel, nous fait maintenant frémir en pensant aux effets secondaires qu'il devait engendrer. Une des pratiques de beauté les plus populaires chez les femmes au Moyen Âge était l'utilisation de cosmétiques à base de plomb. La peau blanche et pâle était considérée comme le summum de la beauté et de la pureté. C'était un signe de richesse, puisque cela impliquait que la personne ne travaillait pas à l'extérieur sous le soleil. Pour obtenir cet aspect, beaucoup de femmes appliquaient un mélange appelé cérus vénitienne, fait d'albâtre et de plomb, et de vinaigre. Bien que cela réussisse à donner l'effet désiré d'une peau pâle et sans imperfection, cela provoquait aussi une série d'effets secondaires graves, comme un empoisonnement au plomb, qui à long terme pouvait entraîner une paralysie, un déclin mental et même la mort. Un exemple célèbre de cet usage extrême des cosmétiques fut la reine Élisabeth I d'Angleterre, qui a popularisé le look élisabétain, caractérisé par sa peau extrêmement blanche. Un autre aspect curieux des routines de beauté de l'époque était l'utilisation de petites pochettes parfumées, appelées pommandées. Ces pochettes, remplies d'herbes et d'épices parfumées comme la lavande, le clou de girofle et la muscade, étaient accrochées au cou ou portées à la taille. L'épilation faisait également partie des routines de beauté médiévales, mais pas de la manière dont nous la connaissons aujourd'hui. À cette époque, avoir un front haut et dégagé était considéré comme un signe de beauté. Cela était considéré comme un signe de beauté, ce qui conduisait de nombreuses femmes à s'épiler ou à se raser les cheveux le long de la racine des cheveux pour créer l'illusion d'un front plus large. Le résultat était un visage allongé qui était considéré comme esthétiquement idéal. De plus, les sourcils fins et arqués étaient un autre trait désirable. Donc beaucoup de femmes les rasaient ou les dessinaient au charbon.